Nous sommes avec Michel Vaillant, vous êtes ufologue et consultant indépendant pour le GEPAN, le groupe d'études et d'information des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Le GEPAN, c'est le seul service public au monde, et c'est en France, chargé de vérifier les signalements de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et le GEPAN est à Toulouse. Alors, question très simple, c'est quoi un ufologue ? Alors, c'est une très bonne question parce que finalement, on se demande souvent ce qu'on peut chercher. Et est-ce que, quand on est ufologue, finalement, est-ce qu'on cherche un UFO ? Un UFO, c'est le terme anglais pour OVNI. Okay. UFO Grandizer, Goldorak. Voilà. Et qu'est-ce que c'est un OVNI, finalement ? Voilà. Alors, un ufologue, ce serait un chercheur d'OVNI. Mais comme personne ne sait définir ce que c'est un OVNI, finalement, tout le monde cherche quelque chose qui ne sait pas ce qu'on cherche. Enfin, donc, moi, c'est vrai que ce terme est assez ambigu, finalement. Et le GEPAN se positionne avec une terminologie qui est PAN. Phénomène... Vous êtes humain ? Pardon ? Vous êtes humain ? Il n'a pas répondu tout de suite. C'est une bonne question. En voyant Elon Musk, il a dit « mon ami ». Ouais, vous m'avez perturbé, hein. Bravo. Le GEPAN, vous étiez mais c'est vrai que GEPAN utilise le terme PAN. Et PAN, phénomène aérospatial non identifié, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus pratique parce que ça permet de mettre un peu de distance avec l'objet. Et l'objet, c'est matériel. Quand on veut être ufologue, est-ce qu'on y croit de base ? Est-ce qu'on veut y croire ? Vous connaissez le poster de Fox Mulder, I Want to Believe ? Ouais. Je pense qu'il faut être très prudent. Quand on veut vraiment étudier ces phénomènes... Il faut laisser ses croyances de côté. Voilà, il faut laisser ses croyances de côté et surtout ses préjugés de côté vis-à-vis des gens que l'on va rencontrer. Parce que si vous commencez à aborder des personnes en ayant déjà votre petite musique dans la tête, en vous disant « Ah, ça, c'est déjà ça », ben c'est foutu, a priori. Donc, il faut énormément d'humilité. C'est-à-dire que toutes les enquêtes là, que vous allez faire, quand vous êtes enquêteur sur ces phénomènes, il va falloir y aller vraiment à pas compter. Nous, on a retrouvé des archives depuis toujours. Des personnes voient des choses étranges dans le ciel. On avait l'impression de voir comme un gros phare quand même, qui donnait une lumière assez forte et tout autour des petites lumières. Et après, on a vu une grande trace lumineuse. Je pense que c'était l'endroit où était passé le... on ne sait pas quoi. Il était en forme de mi-bol, bien plus gros qu'un arbre, sur un pied d'1 mètre de diamètre à peu près. C'est apparu une sorte bizarre, une forme étrange, ovale, qui s'est mis sur la route et qui tenait sur les côtés. J'ai vu ce gros machin qui était comme ça. Puis alors, on aurait dit derrière que c'était des pattes d'araignée, comme vous savez, des écriers, des machins comme ça. Puis alors ça dégageait comme du gaz et des machins de papier qui flottaient derrière. Ce qui m'a beaucoup impressionné, moi, c'est ces grosses pattes grises métalliques qui se trouvaient à l'extrémité de cet appareil. Et cette lumière rouge qui faisait le tour de cet objet. Mais vous pensez que c'est quoi, là ? Un objet volant non identifié, on reste là-dessus. Ça, oui. Alors, dans la majorité des cas, il y a des explications rationnelles. 62% si on est fiel à des méprises ou à des erreurs de perception. 33% de lanternes thaïlandaises, et oui. Mais aussi des lanternes thaïlandaises, tu sais, pendant les mariages. Ah oui, d'accord, ok. C'est ça. C'est un truc qui appartient aux gens heureux, je t'expliquerai un jour. Mais c'est aussi des fois des ballons météo, des avions ou des drones. 34% des observations se réservent inexploitables par manque d'éléments et environ 4% d'observations inexpliquées à ce stade. C'est quoi le truc le plus inexpliqué que vous ayez dû À part cette phrase, j'avais lu. On peut vous expliquer cette phrase. Voilà. C'est quoi le truc le plus inexplicable que vous ayez eu à inexpliquer ? Voilà, je l'ai dit. Très bien. Boum. Bravo. Prends ça, la langue française. Alors, il y a dans ce domaine-là, effectivement, des choses qui sont particulièrement troublantes. Moi, j'ai trouvé troublant un cas, qui est le cas de Golfech. Ça s'est passé au-dessus d'une centrale nucléaire. Et pourquoi je l'ai trouvé troublant ? Parce qu'en fait, on avait 2 observateurs, 2 témoins, qui étaient là dehors en train de fumer une cigarette. Ils faisaient leur pause. Et ils voient passer un triangle, un énorme triangle noir au-dessus de la centrale. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en aucun cas, les 2 observateurs ont cherché à s'auto-confirmer quelque part. Il y en a un qui disait « Non, c'est pas ça, c'est un ballon météo ». Et l'autre, il disait « C'est pas un ballon météo, c'est un ovni ». Voilà. Et pourtant, ce qui était intéressant, c'est qu'ils dessinaient la même chose. Donc, ils avaient des points de vue différents sur une chose qu'ils avaient observée qui était exactement similaire, qui était la même. C'est-à-dire un triangle noir, encore une fois, avec des lumières blanches.
Et les voyant d'accord sur la description, mais les voyant en désaccord sur l'interprétation, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me dis, finalement, ils ne cherchent pas à vendre le sujet, visiblement. En tout cas, ils ne sont pas en train d'essayer d'en faire quelque chose de public. Et après, c'est très compliqué aussi parce qu'on voit que ces phénomènes semblent s'intéresser ou semblent être présents dans des endroits qui parfois sont sensibles. On voit les centrales nucléaires il y a une vague d'observation en 2014, ont été massivement survolées en France. Ça peut pas être des trucs espions ou des choses comme ça? Vous n'arrivez pas à savoir? Alors, c'est une bonne question. Est-ce que ça peut être des drones? Est-ce que ça peut être des avions qui viennent nous surveiller? Les triangles apéritifs que des gens lanceraient? Exactement, ouais. Et il y avait, malheureusement, il y avait une commission sénatoriale lorsqu'il y a eu cette vague de survol en France en 2014. Et Greenpeace, justement, qui était invité à table ronde, disait mais montrez-nous ces photos de drones. On les avait appelés drovnis parfois, parce que c'était des drones ovnis. Très bon nom. Qui semblaient avoir des comportements assez extraordinaires. Alors le 11 mars, il s'est passé une dinguerie. Le passager d'un avion assure avoir filmé un ovni en forme de bonbon. Vous connaissez cette histoire évidemment. Ouais. En forme de bonbon dit tic-tac. Vous avez vu déjà ce genre d'objet? Est-ce que vous avez déjà aperçu ça, les fameux, moi je dirais plutôt suppositoires? Moi, non. Très honnêtement, non. La difficulté, ce que je disais aussi là-dessus, c'est qu'on est sur des films, et c'est souvent le cas avec des films qui viennent de sources tiers, là, de l'étranger en l'occurrence, dont on ne maîtrise pas la source exactement. C'est-à-dire que l'armée américaine nous a produit des films, mais par contre, ils s'arrangent, entre guillemets, pour nous fournir une version qui est un peu dégradée. Alors, moi j'ai une autre question. On connaît tous des gens qui ont des théories. On ne va pas étaler toutes les théories qu'on peut lire partout, mais est-ce que vous avez des certitudes? Est-ce qu'il y en a une qui vous paraît crédible? Non, j'ai pas de certitude, mais j'ai pas mal d'hypothèses. Alors donnez-moi-en une. Sur la vie extraterrestre, s'il vous plaît. Allez, on ne tourne pas autour du pot, on y va, on balance. Allez, on balance. Le phénomène, je peux même vous en donner deux pour le premier. Allez, c'est parti. Vous avez dit 2 et vous avez fait le signe 3. Ouais. Et... Prouve que vous n'êtes pas humain. Merci. On va essayer 3. Je peux dire quelque chose. Le phénomène est fondamentalement, pour moi, écologique. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à l'écologie. Première. Deuxième, le phénomène, à mon sens, essaye de nous apprendre quelque chose. Et troisième point, j'ai une hypothèse, c'est que peut-être il prépare un contact. Ah oui. Mais non. Alors c'est ça. Allons-y. Disons tout. Vers où? Vers qui? Laurie est célibataire. Que je me tienne prête. vers l'humanité avec un grand H, le cas échéant, puisque ça concerne tout le monde, ces phénomènes. En fait, c'est très intéressant, parce que quand on voit une observation, ça questionne l'humain, d'abord. Ça questionne nos émotions. On ne sait pas comment on va réagir face à un phénomène. On réagit tous de manière très différente. Et il y a des gens qui ont l'impression que c'est presque... Ils ont été élus. C'est-à-dire qu'ils font cette observation, et ça y est, c'est pour eux. Et puis, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont être terrorisées, qui vont fuir et qui vont se dire, mais surtout, plus jamais. Alors, ce contact, par exemple, il prendrait quel genre de forme? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est une question qui mériterait quelques heures d'explication. Vous avez 2 minutes, après Yacine, il a écrit un truc. Bien sûr. Ouais. Mais on pourrait dire que ça... Enfin, moi, ce que je dis souvent, c'est que ça ne ressemblerait pas à Star Wars. C'est-à-dire que si... Tant mieux. Et probablement, c'est-à-dire que si ça doit effectivement ressembler à ce qu'on observe, c'est-à-dire des observations qui, généralement, essayent de rester discrètes, c'est-à-dire sous le niveau de bruit général ambiant, c'est-à-dire ne pas trop se montrer, et on parle bien d'hypothèse, je ne suis pas en train d'affirmer, on peut penser qu'il y a quelque chose qui se joue de l'ordre du niveau d'information qu'on injecte dans la société et de nos croyances, c'est-à-dire comment nous, on se représente l'autre, et demain, ce contact, quelle influence il va avoir sur nos cultures. Il y a un sociologue qui s'appelait Robert Jolin qui a étudié ça, c'est-à-dire comment on met en relation deux cultures très différentes, par exemple des Papous avec une culture moderne, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le risque, c'est ce qu'on appelle un ethnocide culturel, c'est-à-dire que notre culture explose. Donc ce contact, s'il devait bien se passer, il devrait être progressif. Et alors, peut-être qu'il serait répondez par oui ou par non. Est-ce que les pyramides viennent des extraterrestres?
Non. Très bien. Pauline, la théorie de Spielberg. Oui, Steven Spielberg, c'est le réalisateur des extraterrestres, et il avait sa théorie, je voulais vous la partager avec vous. Is that what if they're not from an advanced civilization 300 million light years from here? But what if it's us 500,000 years into the future that is coming back to document the second half of the 20th century and into the first 20th century because they're anthropologists and they know something that we don't quite know yet that has occurred, and they're trying to track the last 100 years of our history. Bon, il a aussi dévoilé des vidéos envoyées par l'armée américaine, dont vous parliez, les rapports du Pentagone, voilà, essentiellement donnés par des citoyens américains. C'est crédible ? Oui et non. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Encore une fois, moi, je vous trouve génial. Faut pas être franchement, je vous trouve génial. Incroyable. Ouais. Mais vraiment, on a envie de passer des journées avec vous au GEPAN et de vous écouter. You are welcome. Et quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant de remarquer... Qui c'est des queutrues, il veut pas dire. C'est que on pourrait se dire qu'on observerait, on serait tout à fait capable d'observer une civilisation, nous, si on faisait la même chose, ce qu'avait proposé Spielberg, avec des nanotechnologies. Est-ce qu'on aurait besoin de se montrer finalement ? Est-ce qu'on aurait besoin de se dévoiler ? Or, ce que je pointe du doigt souvent dans le phénomène, c'est que c'est un jeu de théâtre. C'est-à-dire que le phénomène, il a un côté ostentatoire et il va se montrer un peu comme « coucou, regardez-moi ». Et en fait, ça se passe ailleurs. Et alors, la vérité est ailleurs. La vérité est ailleurs, mais en fait, c'est pourquoi il fait ça, ou pourquoi il ferait ça plutôt. Et à ce moment-là, c'est intéressant d'essayer de décoder, de comprendre pourquoi il y aurait ce jeu de théâtre, cette communication finalement qui est ostentatoire et pas discrète comme le propose Spielberg, c'est-à-dire qu'on pourrait dire je mets de la nanotech quelque part dans l'environnement et je surveille l'humanité finalement. Et je me montre pas. Est-ce que tu peux nous parler de ces archives déclassifiées ? Il y a des archives déclassifiées par le Pentagone que j'ai trouvées incroyables. En fait, c'est des images qui peuvent sembler de mauvaise qualité parce qu'elles sont en noir et blanc et ça va très vite et j'aurais adoré avoir votre avis. Je ne sais pas si on peut les montrer. On peut le faire. Ouais. On est sur Canal. Cette petite vidéo, c'est incroyable. We're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. It's rotating. Nickel 6-1 Tango, Roger, Roger. Oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting. Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Ça, c'est les images qui m'ont le plus impressionné de tous les temps. Là, les mecs sont hyper contents, ils crient de joie parce qu'ils... Ouais, c'est incroyable. Moi, je dors c'est des vraies images de l'armée américaine. Les gars crient de joie parce qu'ils arrivent à localiser l'objet parce qu'il va très, 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 très vite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous dites que c'est un ovni, je quitte le plateau. Non, reste. Merci. C'est un ovni. Monsieur le joueur. Je suis joueur. Qu'est-ce qu'il est fort. En fait, non mais vraiment, personne ne sait. Donc c'est vraiment un ovni au sens... on n'arrive pas à l'identifier. On n'arrive pas à l'identifier, c'est-à-dire qu'on a reposé la question à l'armée américaine, qui a bien confirmé qu'effectivement, ils avaient bien filmé cela, parce qu'au début, on s'est demandé si ça pouvait être un canular, parce que c'est quand même sorti un petit peu par la bande. Mais ils ont confirmé. La difficulté, encore une fois, c'est de ne pas accéder aux données originales, c'est-à-dire... Les données vidéo avec ce qu'on appelle les métadonnées. Oui, évidemment. Et donc la date d'enregistrement, les directions, enfin des données techniques qui sont utiles pour une enquête. Mais c'est aussi beaucoup d'argent, ces recherches aux États-Unis. Ils n'ont peut-être pas envie d'être privés de tout leur budget. Est-ce qu'il ne faut pas fournir de la preuve de temps en temps ? Eh bien, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'on peut se demander si en ce moment, ils ne sont pas en train, effectivement, pour lancer leurs nouvelles activités, le bureau de la HARO, vous avez peut-être entendu parler, la NASA et le département de la Défense sont en train de se mettre sur le sujet au niveau américain. Et ils vont vers la recherche, c'est-à-dire qu'ils veulent comprendre ce qui se passe derrière ces phénomènes. Qui est une nouveauté encore par rapport au GEPAN, mais ça mettrait... Parce que justement, le GEPAN, c'est un service public français. Oui. Est-ce qu'il y a des politiques français qui se sont intéressés très sérieusement à la question ? Est-ce qu'il y a des présidents, par exemple, plus que d'autres ? Des ministres plus que d'autres. J'aimerais bien, mais ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Enfin, si vous voulez... Il n'y a jamais Emmanuel Macron, il vous a appelé et dit « Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans l'espace ?» Non, et aujourd'hui, enfin, actuellement, moi, je travaille, je suis en train de mettre en place un groupement de citoyens pour justement
aider à diffuser de l'information de qualité sur le sujet, parce que c'est la difficulté. Parce qu'il y a une théorie du complot sur le GEPAN, vous savez. Voilà. Il y a la théorie du complot sur le GEPAN qu'on entend, enfin c'est une théorie. Le GEPAN est mis en place par le gouvernement pour cacher la réalité, reçoit des ordres de la défense, dispose de coffres secrets. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Oula. Il y a sûrement des extraterrestres. Non, mais en fait, c'est une question que moi-même, je me serais posée, puisque j'ai travaillé 15 ans au GEPAN, et quand je suis arrivé, c'était un peu le Graal. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'effectivement, il y a des choses cachées? Et là, vous attendez juste un fax. Et en fait, la procédure du GEPAN, quelque part, si vous la regardez de près, aujourd'hui, elle est intéressante, parce qu'à l'époque, le GEPAN ne recevait que des rapports, des procès-verbaux des gendarmes, donc de l'armée. Et aujourd'hui, le GEPAN reçoit essentiellement des rapports directement des citoyens. C'est-à-dire que si vous avez vu quelque chose... On l'envoie au GEPAN. Vous envoyez directement avec notre au téléphone, GEPAN, on peut filmer. Et sur Insta, GEPAN... Et voilà, exactement. Et si, mettons qu'il y a un complot... Est-ce que cobalader, ça compte dans les gens d'ailleurs? Non. Peut-être. Mais voilà, s'il y a un complot, et si, mettons, vous avez vu quelque chose d'extraordinaire, ça n'arrive pas au GEPAN, bah, quelqu'un comme moi le saurait, par exemple. Mais il y a des gens quand même, il y a des gens qui sont du monde public, qui travaillent au GEPAN, et qui ne sont pas de l'armée, et qui pourraient vous dire... et le GEPAN travaille avec des bénévoles, particulièrement, et qui aident le GEPAN à enquêter. En tout cas, si vous voyez un objet volant non identifié, envoyez ça au GEPAN. Merci beaucoup, Mickaël Vaillant. Merci.